Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, le bilan de mes lectures du mois d'avril. Oui c'est tard, nous sommes fin mai. Mon téléphone m'avait lâché, j'avais tout le rush, 45 minutes, tout monté, ça allait durer même pas 25 minutes. Et mon téléphone il est mort. Donc voilà, jusqu'à maintenant j'ai pas du tout eu le temps de refaire une vidéo, donc voilà. Ce bilan lecture est fit ma pile à lire presque vide, fit le coup de soleil et fit la chaleur là, on le voit ou pas la chaleur mais... Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire, alors on va y aller tout de suite. Le mois a commencé avec un abandon du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. J'avais les 3 tomes dans ma palle et j'ai lu 75 pages je crois. Non, vraiment... C'est un grand nom pour moi. L'idée était super. Ça parle de 3 personnages qui vont se rencontrer après un accident de chariot. Eux, ils étaient dans des caisses. Les caisses s'ouvrent avec l'accident de chariot et en fait, ils se rendent compte que aucun des 3 ne se souvient de qui il est, de qui ils étaient avant, de qui que ce soit. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes, rien. Et visiblement, ils sont très recherchés dans le royaume. L'idée, elle est géniale. J'ai adoré l'idée et je m'étais dit, ça risque d'être très bien. Et vraiment, j'ai trouvé ça... Je peux pas dire très mal écrit parce que c'est pas si mal écrit que ça, mais je trouve qu'une fantaisie, on peut pas l'écrire comme ça. Je trouve que c'était trop écrit au second degré en fait. Il y avait comme trop de blagues dans des moments où il devait pas du tout y avoir de blagues et écrit de manière... Par exemple, il y a un exemple que j'avais, c'est-à-dire, donc ça fait 3 jours, peut-être même pas, qu'ils se connaissent les 3 et qu'ils se connaissent eux-mêmes vu qu'ils ont aucun souvenir d'eux. Et il y a une phrase qui dit... Tel mec écoutait le discours de un tel et 2 minutes plus tard, comme à son habitude, il n'écoutait plus rien. Comme quelle habitude en fait? Quelle habitude? Il n'y en a pas d'habitude vu qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et il n'y a pas que ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Il y a des fous rires à des moments où il y a 0 lieu d'un fou rire quoi. Je sais pas, pour moi on peut pas du tout écrire une fantaisie de cette manière avec autant de second degré dans les descriptions. Donc j'ai trouvé que ça allait pas du tout. J'ai essayé, puis ça allait bien trop vite. Enfin moi ça ne me convient pas du tout. Donc c'était un abandon pour moi. Ma deuxième lecture du mois, c'est Raison et sentiments de Jane Austen. Alors pour le coup j'ai adoré. J'ai pas recommencé les 50 premières pages que j'avais lues l'été dernier, parce que l'été dernier j'ai eu grave du mal à me mettre dedans. Résultat, j'avais pas fini de le lire à ce moment-là. Et vu que j'avais assez de souvenirs et je suis allée poser des questions à ChatGPT pour me souvenir du reste, ça m'a pas posé de problème pour la lecture et justement ça m'a enlevé ce moment de lenteur pour rentrer dans l'histoire, ce qui a été bénéfique pour le livre parce que j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages. Ça parle de 3 sœurs et de leur mère qui sont en gros virées de chez elles parce que leur père et mari meurent et c'est leur demi-frère qui héritent de tout. Donc elles doivent quitter la maison, c'est un cousin à la mère qui les accueille et donc elles doivent partir dans une autre contrée de l'Angleterre. Et là-bas elles vont rencontrer tour à tour 2 jeunes hommes et puis ben voilà, il y a plein de petits sentiments quoi qui vont se développer potentiellement. Donc il y a 3 sœurs, mais on suit les 2 grandes qui sont Elinor et Marianne. Elinor c'est la raison, elle est très pragmatique, elle est très raisonnable justement. Elle sait toujours quoi dire quand il faut, se taire quand il faut se taire et elle est toujours d'humeur égale et moi j'ai adoré ce personnage. Je rêve, pour moi c'est vraiment comme Jane Eyre et c'est comme Elizabeth Bennet, c'est des personnages d'une classe et d'un goût absolu. Et il y a Marianne à côté qui est les sentiments, qui est très émotive, qui ne suit que vraiment son cœur, qui réfléchit pas avant de parler, qui réfléchit pas avant de réagir. Et donc on a 2 opposés et 2 extrêmes surtout, et potentiellement qu'il faudrait un petit peu mélanger les deux. Ce qui est très drôle c'est que Marianne elle est très mal polie, et elle est un peu infecte, et puis malgré tout elle est assez attachante. Elinor elle est trop cool et on a un peu envie qu'elle s'énerve quand même. Et le schéma narratif en fait c'est au début, je trouvais que ça allait trop vite. Et en fait c'était bien fait parce que par rapport à la suite de l'histoire, c'est hyper bien calé dans la timeline du coup. Et ça en a fait que un super bon livre en fait au final. J'aime trop moi ce genre de petits livres, pour moi c'est toujours très doux, très... On stresse un peu mais en même temps on sait qu'il va pas se passer des énormes malheurs non plus. Très bonne découverte, moi je compte lire tous les autres. J'ai déjà lu Persuasion, que j'ai quand même bien moins aimé que celui-là, mais c'était sympa quand même. Par contre, si vous avez cette édition là ou une autre, je n'en sais rien, mais ne lisez pas le résumé, moi je savais pas de quoi ça parlait. Mais le résumé est tellement spoilant. Le résumé parle de quelque chose qui se passe à la moitié du livre. J'avais vérifié la dernière fois que j'avais filmé cette vidéo. Ça se passe vraiment à la moitié du livre et c'est un big spoil quoi. En deuxième livre lu au complet au mois d'avril, j'ai lu Le Dernier Magicien de Robin Hobb. Et alors là,
C'est Robin Hobb, je peux rien dire de plus. Enfin, c'est Robin Hobb, c'est parfait. J'ai eu du mal au tout début à rentrer dedans, c'est très flou. C'est un livre très flou, très particulier. Mais en fait, le premier sentiment ça a été mais c'est pas possible, je vais pas abandonner un livre de Robin Hobb, c'est impossible. Et en fait, mais heureusement que je l'ai pas abandonné, c'était génial, c'était d'une beauté, et c'était touchant, c'était super. Bon, de quoi ça parle? Ça parle du magicien. Tout le monde l'appelle le magicien. Il vit à Seattle et lui, il vit principalement dans la rue. Il a des règles. Il doit toujours avoir $1 en petite monnaie sur lui, jamais plus. Il doit toujours avoir de quoi nourrir les pigeons et il doit toujours écouter les gens quand ils viennent lui parler et leur dire la vérité avec un grand V. Il a beaucoup besoin de café aussi. C'est tout des détails comme ça. Dans Seattle, il y a un peu d'autres gens comme lui. Par exemple, il y a Cassie qui, elle, visiblement change d'apparence tout le temps. Et il y a aussi Rasputin qui, lui, danse. Il danse la musique de la vie. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce que ça fait, on sait pas trop si c'est de la magie ou non. Et une ombre va arriver sur Seattle, tout le monde va le sentir et tout le monde va dire au magicien, elle vient pour toi. C'est à toi de t'en occuper. Qui est cette ombre? Quelle est cette ombre? On ne sait pas. Et en fait, c'est un livre, mais très flou. Il est pas très long, merci mon Dieu, parce que tout le long, c'est flou. On comprend pas, en fait. On suit un truc, on se dit, mais où ça nous mène? Est-ce qu'on va vraiment avoir des réponses? Et oui, enfin, en tout cas, pour moi, j'ai eu les réponses qu'il me fallait. J'ai eu les sensations qu'il me fallait à la fin, en fait. Et j'ai pas du tout été frustrée. J'ai trouvé que c'était un très beau récit. Il faut absolument pas lire le résumé, je vous en supplie, croyez-moi, ne lisez pas le résumé, ça spoil une giga révélation qu'on a, mais hyper loin dans le livre, genre bien plus que la moitié. Il faut absolument pas le lire, parce que sinon, tout le long, moi j'ai lu le résumé à un moment donné, et résultat, tout le long je m'attendais à une certaine révélation qui a fini par arriver, et bah j'étais un peu deg, parce que pour le coup, c'est pas un truc qu'on va comprendre trop en lisant l'histoire, c'est vraiment disséminé par-ci par-là, et c'est hyper dur de capter en fait. Cette histoire, elle a été écrite comme il fallait l'écrire. Robin Hobb a eu une idée d'une histoire qu'il fallait raconter d'une certaine manière et donc écrire d'une certaine manière, et elle l'a fait. Cette histoire, elle pouvait pas être racontée autrement, ni écrite autrement. La plume est parfaite pour raconter cette histoire en particulier. Ça aurait pas pu être une autre histoire, ça pouvait pas être une autre plume, c'était comme il fallait. C'est très touchant, il y a des beaux messages, il y a de... J'ai rien qu'en y repensant, en fait j'y repense pas souvent, mais si j'y repense, ça me touche vraiment. C'était une trop belle histoire. En troisième livre terminé au mois d'avril, j'ai lu Par-delà la magie de Tom Felton, qui est un livre sur comment il a vécu son enfance d'acteur, sur comment il a vécu le tournage d'Harry Potter. J'ai bien moins aimé que ce que je croyais. C'est vraiment pas bien écrit, donc ça on lui en veut pas, c'est pas un écrivain je pense, c'est un acteur principalement. Et donc c'est pas très grave, je pense qu'en VO ça aurait été plus agréable à lire, d'ailleurs je pense que c'est très simple à lire en VO, si les gens veulent se lancer. Je l'ai pas en VO, j'en sais rien, mais ça me paraît assez simple à lire. Mais pareil, ça c'est pas non plus le gros défaut du livre, parce qu'on lui demande pas d'écrire quelque chose de magnifique. On nous promet de nous raconter donc son enfance, comment lui il a vécu telle chose. Et en fait, il le fait, mais aussi il raconte tellement comment ont vécu les autres acteurs. En fait, il parle au nom des autres acteurs sur plein de choses et ça donne l'impression qu'il se sentait pas du tout légitime d'écrire ce livre, alors il fallait qu'il parle d'autres gens. Parce que, oh là là, lui c'est un acteur ok, mais comparé aux autres, c'est pas un acteur comparé aux autres. Ça donne l'impression qu'il croyait ça en écrivant son livre, alors il faut absolument parler d'autres gens que de lui. Et du coup, ça m'a gâché un peu la lecture et surtout, c'était très répétitif. Il pouvait raconter un truc dans un chapitre et le chapitre d'après, il dit « Vous vous souvenez quand je disais ça ?» Oui, tu viens à peine de le dire. Et le chapitre d'après, il refait la même chose. Pareil, il a dit énormément de fois dans le livre, si moi je l'ai vécu comme ça, je n'ose imaginer comment Emma, Rupert et Daniel l'ont vécu, eux qui avaient une célébrité 3 fois plus élevée que la mienne. Et il y a une espèce d'ingratitude, je trouve, vis-à-vis de la vie qu'il a eue. Ça donne l'impression, c'est très compliqué à dire, ça donne l'impression qu'il accuse certains trucs de sa vie qui l'ont mené à certaines choses, alors qu'il devrait en accuser d'autres. Et là, c'est comme si je me mettais dans sa tête. On peut dire, mais je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir. Mais c'est juste quelque chose que j'ai vraiment ressenti en lisant ça. Comme s'il assumait pas que telle chose l'avait impacté de telle manière. Et donc, il le mettait sur le dos de quelque chose d'autre. Voilà, moi j'ai ressenti la lecture comme ça. Et en fait, quand on arrive vers la fin du livre, on comprend pourquoi il a voulu l'écrire. En gros, il va commencer à parler de quand il a été en centre de désintox pour l'alcool. Chose que moi je ne savais pas. Donc déjà, c'était très intéressant. Mais en plus... là, il y avait vraiment le naturel de l'histoire. Comme si c'était vraiment la source
du livre. Je pense qu'il a voulu écrire ce livre pour avertir les gens que attention de pas tomber dans ce cercle-là. Moi, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, c'est comme s'il avait pas trouvé, donc il était légitime d'écrire cette histoire comme ça. Et c'est pour ça que tout le reste du livre est un peu... Ouais, moi ça m'a pas plu, j'ai pas aimé le lire, j'ai essayé de le finir vite parce que ça me saoulait, mais qu'en même temps ça m'intéressait. Et la fin, par contre, très intéressante sur toute cette partie, sur l'alcool, sur l'alcoolisme, etc. Donc si on est fan, c'est quand même intéressant de le lire. Sinon, c'est vrai que bon, c'est pas un chef-d'œuvre quoi. Est-ce que ça se voit que j'ai chaud, non? Ça se voit là, ma frange, ça commence à être une cata. On avance. J'ai lu Miniaturiste de Jessie Burton. J'ai adoré, je vous le dis tout de suite, j'ai trop aimé ce livre. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Petronella, qui va être mariée à un homme beaucoup plus riche et beaucoup plus vieux, qui a 20 ans de plus qu'elle, elle en a 18, il va en avoir 40, dans les années 1686. Elle va arriver à Amsterdam alors qu'elle a toujours connu que la campagne, et elle va arriver dans une maison, il n'y a même pas son mari pour l'accueillir, il n'y a que sa belle-sœur qui est très austère, très stricte, très sombre. Il y a une servante qui s'appelle Cornelia, qui elle a l'air d'être beaucoup trop impliquée dans la vie de la maison comparé au rôle de servante. Et il y a aussi Otto, qui est un homme noir, qui à cette époque est très mal vu, mais pas tant que ça dans cette famille, mais un peu... C'est un peu bizarre, c'est et un servant et un homme de main du mari. Petronella, elle va vite se rendre compte que la nuit, elle entend des voix, elle entend des portes claquer, elle se demande ce qu'on lui dit pas en fait, ce qu'on lui cache. Et son mari va finir par lui offrir donc une maison de poupée. Ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Cette famille, Brandt, elle a vraiment existé. Et la maison de poupée aussi. Après ça, c'est que de la fiction. Et c'est pour ça que je l'ai lu. Sinon, moi, j'aime pas. J'aime pas quand on me retrace des faits réels, mais qu'on rajoute de la fiction un peu partout. Là, c'est vraiment ça, la base, qui a inspiré cette histoire. Et puis derrière, il raconte que de la fiction. Donc son mari va lui offrir une maison de poupée et elle va commencer à faire appel à un miniaturiste pour la remplir. Sauf que petit à petit, elle reçoit des colis avec des choses qui se trouvent effectivement dans sa maison, mais le miniaturiste peut pas savoir ça. Et elle commence à un peu avoir peur de cette forme de magie prophétique. Elle sait pas ce qui se passe, elle arrive jamais à rencontrer ce miniaturiste, elle lui envoie que des lettres. Et voilà. En gros, c'est ça. Et on est tellement dans l'ambiance en lisant ce livre, on s'attache aux personnages, on est avec cette famille, on veut qu'il se passe des choses dans leur sens. Et vraiment, les personnages sont attachants. Au début, je me dis, mais où est-ce que ça me mène? Et malgré tout, j'arrivais à rentrer dans l'histoire, à vraiment être dans l'ambiance de cet Amsterdam à cette époque-ci. Et j'arrivais à être avec les personnages et à m'y attacher facilement et intensément. Vraiment, on est un peu loin d'eux et en même temps très accrochés. Je saurais pas comment en parler mieux et plus. Très immersif. Vraiment, avec une fin qui, moi, m'a énormément plu. J'ai trouvé que c'était hyper bien trouvé. Très bon livre, je conseille. J'en avais entendu beaucoup de bien, et ben c'était normal. Je suis d'accord avec ces avis-là. Ensuite, j'ai commencé La femme de ménage de Frida McFadden. J'ai lu 50 pages et j'ai arrêté. C'était sûr que j'allais abandonner ce livre. C'était sûr. Je le sentais venir à 300 km. Mais c'est vrai que moi, une fois, j'avais lu Le Prince Cruel en étant sûre que j'allais pas aimer. Et finalement, j'ai bien aimé. C'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de bien moins bien. Donc j'ai quand même essayé La femme de ménage. Et j'ai trouvé que c'était une catastrophe du premier mot jusqu'au mot de la page 50. C'est très très mal écrit selon moi. C'est beaucoup trop rapide et pourtant le livre il fait plus de 450 pages je crois. En 50 pages t'as eu le temps de savoir tous les débuts de problèmes qui vont arriver alors qu'il y avait le temps de les placer en fait. L'héroïne extrêmement antipathique, très cynique, dans sa tête, on est dans sa tête, elle dit « Oui, moi je pense que ça c'était comme ça. » Bon, je m'y connaissais absolument pas, donc qui suis-je pour le dire? Et puis elle disait ça sur chaque truc. Et puis il y a une technique d'écriture, et moi je trouve que utiliser une technique d'écriture pour faire accrocher ton lecteur à l'histoire, il y a un problème. Les chapitres courts avec cliffhanger à chaque fois. Moi déjà je déteste les chapitres courts, je déteste ça. J'ai pas le temps de me mettre dans l'histoire, que déjà le chapitre est fini et ça repart sur autre chose. Mais il y a des livres qui ont des chapitres courts et ça marche très bien. Lui ça marchait pas du tout. Avec des cliffhangers à chaque fin de chapitre pour te tenir en haleine. Ça marche pas avec moi. Juste si ton histoire elle est bien, si ton enquête elle est bien, si ton mystère il est bien, je serai accrochée toute seule. Ne me laisse pas des cliffhangers de fou à chaque fois. En plus des trucs de fou à chaque fois en 50 pages. J'en ai eu, je sais pas, une dizaine. C'était horrible. Je regarderai peut-être le film, il paraît qu'il est bien moins bien, mais moi j'ai trouvé que c'était tellement une catastrophe que bon. J'aime les deux actrices, alors autant essayer le film pour voir un peu ce que c'est cette histoire, mais sinon, voilà. Une catastrophe. Et ensuite j'ai lu Lune froide sur Babylone de Michael McDowell.
incroyable. Michael McDowell, toujours génial. Ça parle d'une famille qui vit au bord du Styx, à Babylone, en Floride, dans les années 80. C'est une grand-mère qui élève sa petite-fille et son petit-fils parce que les parents se sont noyés dans le Styx des années plus tôt. La petite fille va disparaître. S'ensuit plein de petits mystères, des trucs un peu mystiques aussi, c'est de l'horreur. Je vous le dis tout de suite, c'est très imagé. C'est pas horrifique au point de te terrifier quand tu lis le livre. Moi, je pouvais le lire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments où c'était un peu... on est vraiment dans le livre, on est plongé dans le livre. Michael McDowell, il a ce don de dire les choses. C'était ça, et ça se passe comme ça. Pas de tournure de phrases bien formées. Non. C'est comme ça, et c'est comme ça, point. Et c'est parfait. On est dans le livre, dans l'histoire, à 100% du début à la fin. On va suivre plusieurs personnages, on va suivre le grand frère, la grand-mère, on va suivre une gamine qui s'occupe d'un vieux, on va suivre le vieux, les fils du vieux, le banquier, le shérif. Est-ce que tout le monde a un truc à se reprocher ou non? Je ne sais pas, mais c'est hyper particulier. Il y a cette touche de mystique que Michael McDowell met la plupart du temps dans ses livres, qui est parfaite. Je l'ai lu à fond la caisse tellement j'étais dedans. En fait, j'adore Michael McDowell, c'est simple, je l'adore. Je vais lire tous les livres qui sortent chez Monsieur Toussaint Louverture de lui, parce que je suis désolée, mais je ne peux pas passer outre cette magnifique édition. C'est pas le genre de livre où on s'attache au personnage, juste on est là, c'est dur quand même ce qui se passe, mais on est tellement au-dessus de ce qui se passe qu'on n'est pas non plus hyper attaché. C'est pas une histoire où on s'attache particulièrement au personnage, mais c'est pas grave, ça fait qu'on est à fond dedans. Je sais, c'est un génie ce type pour faire ce genre de livre de cette manière-là. Donc encore une fois, lui je le conseille à fond, si vous n'êtes pas trop sensible au gore. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas non plus terrifiant quand on le lit, mais il y a vraiment des trucs un peu horribles au niveau graphique. Ensuite, j'ai lu un recueil des fables de La Fontaine, j'adore, toujours pareil. Moi, je fais la collection des livres Les Fables de La Fontaine, que je les ai lus ou pas lus. Si j'ai pas l'édition, je la prends, j'en ai acheté un l'autre jour. Ça rentre pas dans ma pile à lire, parce que je les ai lus. En plus, j'ai les fables complètes ici, dans ma pile à lire, donc... Voilà, c'est juste la collection. Eux, je les ai lus, j'ai adoré, il y en a des trop bien. Ça, c'est depuis que je suis toute petite. Vraiment, les fables de La Fontaine, je suis obsédée depuis que je suis petite. Et ensuite, j'ai commencé et j'ai arrêté de lire Germinal de Émile Zola. J'ai lu 100 pages. C'est très bien écrit, c'est vraiment très bien écrit, mais c'est très sombre. Et moi, quand c'est vraiment super sombre sur des histoires qui ont existé, en fait, c'est pas non plus une histoire vraie, mais c'est un truc qui a vraiment existé, c'est sur les mineurs. C'est un peu dur pour moi de lire quand c'est vraiment sombre, horreur, malheur, oh on est malheureux. Je dis pas, c'est sûr qu'il l'était, mais moi j'ai du mal à lire ça. Et surtout que j'ai du mal aussi avec la philosophie de l'époque où c'était oh le gamin il râle, une taloche, oh le gamin il pleure, une taloche, oh le gamin il a une taloche. Et ok, je remets dans le contexte de l'époque, les enfants étaient traités comme ça avant, mais c'est vrai que du coup, j'arrive pas à plaindre les personnages. Ils vivent des horreurs, évidemment, je suis d'accord, c'est affreux de vivre comme ça, mais j'ai du mal à les plaindre parce qu'ils sont tout le temps en train de frapper leurs gosses et c'est difficile, je sais pas, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, j'aime pas ça. Mais c'est très bien écrit, je le vire pas, parce que potentiellement je le lirai plus tard, mais je le compte même plus dans ma pile à lire réellement. Attendez. Je suis à nouveau là, on a essayé de m'appeler, c'était un spam comme d'habitude. Je disais que je le garde quand même, parce que potentiellement que je le lirai un jour, mais si c'est le cas, c'est dans très longtemps. Alors je le compte même plus dans ma pile à lire, je le garde parce que mes parents me l'ont offert et que potentiellement je le lirai dans quelques années. Et ben voilà, c'est génial, j'ai réussi. La dernière fois, j'ai mis 45 minutes de rush et là, j'en suis qu'à 27. C'est un bonheur. Pour le montage, ça va être génial. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles lectures et lisez Robin Hobb et Michael McDowell.